commencer, sur le bien-être au travail, il faut être clair sur dans quel type de GRH ça s'inscrit, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on considère comme étant le travail et d'une entreprise à l'autre, d'une association à l'autre, d'un établissement public à l'autre, ça peut être significativement différent. Et le bien-être au travail s'inscrit évidemment dans ce cadre-là. Le contexte, selon moi, mais c'est ouvert à discussion, je bouge juste la barre parce qu'elle est devant le haut de ma diapo. C'est juste de la cuisine pour moi, mais ça me gêne pour... Ah, voilà. Donc, à mes yeux, on est dans un contexte qui est très anxiogène pour nos concitoyens. Forte inflation, dérèglement climatique qui, vous voyez les températures qu'on a en ce moment, les gens prennent conscience de ça, hein. La guerre en Ukraine qui est pas si loin que ça, on voit ce qui se passe en Israël en ce moment, donc on a quand même un contexte qui est très très anxiogène, je trouve. Et puis il y a aussi une perte de repères temporels, il n'y a plus beaucoup de dates, on tient jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois. Regardez, on a confiné, on a déconfiné suite au Covid. Il y avait des couvre-feux, plus de couvre-feu. Donc tout ça contribue à une perte de repères qui questionne et donc qui va questionner le travail et donc le bien-être au travail. Il y a aussi une distance sociale inédite dans notre culture, le télétravail. Jean-Marie Peretti vient de faire un bel article sur les changements de rites dans les entreprises. Les rituels se transforment, on ne se fait plus la bise. Il y a un certain nombre de choses qui sont bousculées. Alors, je ne suis pas ancré sur le passé en disant c'était mieux avant, pas du tout. Mais on voit beaucoup de choses qui bougent. Sentiment aussi d'impuissance, d'incapacité à agir dans nombre de structures, d'organisations. Et puis sentiment aussi un peu de peur que tout peut s'arrêter. Du coup, ça questionne quand même le sens du travail plus qu'avant. Alors, rationalité, évidemment, au sens de Simon, hein, rationalité limitée. Et puis, l'émotionnel arrive dans tout ça. Et se rajoute une couche de plus, c'est que le risque qu'on enseignait beaucoup dans nos écoles, cartésien, si je suis dans une assurance privée, je peux faire une logique actuarielle, calculer un coût de risque. Tout ça, on sait assez bien faire. Par contre, l'incertitude, ça, on sait beaucoup moins faire. Qu'est-ce que je fais face au Covid? Qu'est-ce que je fais face à une situation imprévue? Et là, inédite, voilà. Et tout ça questionne, y compris nos modes d'organisation, bien sûr. Et on a une séquence complètement, je trouve, inédite d'injonctions contradictoires, paradoxales. Et là, ben, il faut qu'on fasse face à ça. Et c'était remarquable, j'ai trouvé, moi, pendant la période de Covid, de voir quand on avait une situation d'urgence absolue, pas assez de respirateurs, eh ben, on donne de l'autonomie plus grande aux médecins parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et vous avez tous en tête des tas de cas de bricolage avec des masques de plongée, imprimantes 3D, faire des raccords pour bricoler des respirateurs. Et on voit que la créativité peut être immense dans des situations comme ça si tant est que la bureaucratie relâche un peu sa pression. Donc voilà, on est dans une période où tous les possibles se mélangent joyeusement, sauf que on est bien dans le cadre de politique RH. Alors, je me suis amusé à rappeler deux, trois fondamentaux. Ce qu'on appelle le mix social, c'est quel type d'emploi on veut, pour quelle rémunération, avec quel développement des compétences et pour quelle participation. Alors, vous savez que Mathieu est un expert du magnétique hospital, hein. Et là, ben, on voit bien qu'un certain nombre d'organisations sont confrontées à ça. Si je suis une clinique privée, que je dois fermer un service parce que je manque de soignants, ça m'impacte très significativement, certes, la santé de mes patients, mon chiffre d'affaires aussi. Je vais m'adapter, augmenter les salaires, trouver des solutions. Si je suis une entreprise publique, je peux beaucoup moins jouer avec ça, j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre. Et donc, le mix social qu'on a dans chaque structure, organisation, aussi bien en termes d'emploi, de rémunération, politique de rémunération, avec toutes ses composantes, fixes, variables, individuelles, toute la panoplie de développement et de participation, y compris aux décisions, eh ben, ça va impacter très significativement le type de qualité de vie au travail, de bien-être au travail qu'on veut construire. Donc, petit rappel, parce que vous n'êtes pas tous forcément très ancrés GRH, si je fais simple, profondeur de la relation d'emploi, horizon temporel de la relation d'emploi, où je suis sur de la captation
de ressources humaines. Donc, en gros, j'ai une stratégie d'affaires dominée par les coûts, hein. Mes cycles de vie de mes salariés sont courts, fast fashion, fast food, etc. Je prends des gens que je ne paye pas forcément beaucoup et j'ai un turnover très élevé. Alors que de l'autre côté, à l'opposé, je vais essayer de fidéliser mes ressources, d'attirer des talents. Du coup, j'ai une stratégie de différenciation en termes de stratégie d'affaires. C'est le vieux porteur que j'ai ressorti. Et là, je vais entretenir ma relation d'emploi dans le temps avec de la mobilité, de la polyvalence, de la fidélisation, toute la panoplie RH. Et là, évidemment, faut-il que ma stratégie bien-être s'intègre là-dedans. Parce que ça ne peut pas être juste du happy washing que je colle sur mon organisation, ma politique RH pour faire semblant. Ça ne va pas marcher. Donc, si je veux réellement construire une politique de bien-être au travail, il faut que j'intègre ma GRH et de voir ce que mon organisation me permet de faire ou ne permet pas de faire. Petit rappel sur le travail. Il s'agit bien de produire et d'obtenir un résultat. La santé de mes patients, par exemple. D'accepter les contraintes et les efforts, mais à condition d'avoir une double contrepartie en termes de reconnaissance financière, symbolique, et puis respect de mes agents ou de mes salariés dans leur dignité, dans leur santé et dans leur sécurité. Est-ce que c'est raisonnable de faire des heures de garde à rallonge? Je peux mettre en péril la santé mentale ou physique de mes internes en médecine, par exemple. La sécurité, si j'ai une acuité moins grande au bout de 12 heures de vacation, c'est pas étonnant, plutôt que si je suis en début de vacation. Si je suis en long séjour, il y a 5 ans, j'avais, mettons, un infirmier par étage, 4 étages, un infirmier par étage. Il y a 5 ans, un infirmier de nuit pour 2 étages. Je parle de nuit pour prendre un exemple qui soit plus concret. Et que parce que j'ai Covid, tension, problème de gestion des ressources humaines, j'ai un infirmier pour 4 étages. Si j'ai 2 patients qui ont un souci de santé en même temps à 2 étages différents, il va y avoir un problème. C'est la responsabilité de qui va être engagé là? De quoi on parle? J'ai pris sciemment un exemple un peu concret pour que ça soit parlant. Donc, il faudra bien là aussi redéfinir ce qu'on entend par c'est quoi le travail chez moi, dans ma structure, dans mon organisation. Et évidemment, c'est pas du top-down, on va le construire ensemble et le partager ensemble. Ou alors, il va y avoir un problème. Alors, je me suis amusé à vous rappeler un truc. Ça fait un peu prof, ma façon de fonctionner. Vous avez le droit d'être critique, hein. Je vous rappelle qu'en français, on a un seul mot pour travail, alors que nos amis latins, ils en avaient deux. Tripaliare, torturer, notion de torture, de souffrance, ok. Le labeur, je vous ai mis une petite citation de Virgile. C'est la deuxième définition du travail en latin, un travail acharné, peut-être laborieux, certes, mais pour atteindre un but. Et là, on avait chez les latins deux conceptions du travail qu'on a perdues en français. On n'a qu'une conception du travail. Et si vous ressortez Simone Veil, la condition ouvrière, elle nous disait, contrairement à Hannah Arendt, par exemple, il n'y a pas de distinction entre œuvre et travail, entre matériel et spirituel. Le travail, il est humanisant, il engage, c'est un dépassement de soi. Accessoirement, c'est une source d'émancipation. La condition des femmes en 1935, c'est pas tout à fait celle qu'on a aujourd'hui, hein. Et elle nous disait que la liberté s'exprime par la confrontation et la victoire collective sur les contraintes du réel. Donc, vous voyez que cette conception du travail est intéressante. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a une tension entre deux conceptions du travail. Alors, il ne s'agit ni d'être idéaliste, ni d'être très défaitiste, mais le rappel au latin est intéressant pour ça. Il peut vraiment y avoir deux conceptions du travail. De quoi on va parler ensemble? Alors, on a un collègue ici à l'école qui s'appelle Pierre Gomez, que vous connaissez sans doute, hein, qui nous dit, n'oubliez pas que dans le travail, il y a trois dimensions. Le travail, il est subjectif, c'est plus qu'une activité. Pourquoi? Parce que le sujet qui travaille, il y met ce qu'il est, son envie, ses tripes. Moi, la présentation que je vous fais, c'est avec mes convictions, mes croyances, mon expérience. Attention, chaque façon de voir, c'est aussi une façon de ne pas voir. Donc, Gomez nous rappelle qu'il y a la subjectivité de l'individu qu'il faut prendre en compte. Ça, globalement, en management, on n'est pas très bon pour faire ça.
Il y a une autre dimension où on n'est pas très bon pour faire ça, c'est la dimension collective. Le salarié, c'est le membre d'une communauté et comment on va gérer ce collectif de travail. En période de Coupe du Monde de rugby, on voit bien que l'équipe de France, si elle veut avoir une chance de gagner, il faut qu'elle ait un très bon collectif, et c'est plutôt le cas. Certes, il y a des bons individus, mais je peux perdre un bon individu. Si j'ai un capitaine qui prend un coup de tête dans la tête et qu'il est un peu en train de se faire réparer, c'est embêtant, je perds un bon joueur, mais il faut que mon collectif assure quand même derrière. Et là, en GRH, on n'est pas forcément très bon. On est bon pour mesurer une compétence individuelle. Attention, ça prend du temps, hein, parce que je ne passe pas de novice à compétent à expert du jour au lendemain. Et encore, là, je parle de la dimension individuelle. La dimension collective, un collectif de travail, ça va prendre encore plus de temps. Et là, si je me contente d'un entretien annuel d'évaluation de primes de résultats individuels et pas de primes de match, j'oublie quand même là aussi une autre dimension importante. Alors, par contre, en général, en management, on n'est plutôt pas mauvais sur le point 2. Le travail, c'est quelque chose qui produit quelque chose, nous dit Gomez. Et quand on passe de la production de quelque chose à une abstraction, à ce moment-là, c'est un facteur de justice sociale. Je peux comparer des résultats, je peux comparer une performance, je peux valoriser des résultats. En général, en management, on n'est plutôt pas mauvais. Attention, à condition de ne pas confondre l'indicateur et l'objectif. Est-ce que je compte le nombre de compresses utilisées, de trucs et de machins, ou est-ce que je regarde la santé objectivée de mes patients après passage chez moi? Donc, ne pas confondre l'indicateur et l'objectif quand même. Alors, si on en vient au bien-être pour avoir du temps dans la discussion, c'est pas un chercheur qui a fait avancer la problématique, c'est pas un syndicalisme, c'est quand même Charlie Chaplin avec tout son engagement, les temps modernes. Vous avez tous en tête Charlot qui se bat contre sa machine. Faut pas penser que ça a largement disparu cette affaire-là, hein. Et évidemment, les institutions, heureusement, ont repris ça. L'OMS, bien évidemment, avec sa définition que vous connaissez tous, hein, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, c'est pas une absence de maladie. 46 quand même, c'était une belle avancée. Bon, il y en a tout plein, mais l'idée, c'est pas de les citer, hein. Le rapport sur la réunion du groupe de travail de l'OMS Santé et Bien-être sur les lieux de travail de 79, c'est quand même pas hier au soir, hein. Un état d'esprit caractérisé, vous connaissez la définition, vous aussi, par cœur. Donc, il y a de nombreux travaux, mais quand on regarde finalement en France, on n'était quand même pas très, très en avance sur ces questions-là, hein. Alors, il y a le fameux rapport Lachman-Larose-Pénicaud de 2010, bien-être et efficacité au travail. C'est intéressant de voir qu'on a un président d'un grand groupe, un syndicaliste, et à l'époque, une DRH, ok, qui est devenue ministre du Travail, mais une DRH d'une grande entreprise, qui sont mis ensemble pour réfléchir ensemble. Et on voit bien que la diversité des regards enrichit la réflexion et que d'avoir des espaces qui permettent d'échanger comme ça permet de faire une avancée. Mais c'est quand même que 2010, c'est pas très vieux, hein. Alors moi j'aime bien ce qu'a fait notre collègue à bord de Châtillon, hein. Je trouve que c'est très... Ah zut, je viens de faire une bêtise. Je bouge une barre. C'est très opérationnel. Vous savez, son modèle Slack là, qu'il avait publié dans la revue française de gestion, avec le sens de travail, je me sens bien quand mon travail fait sens pour moi. Et attention, on peut le questionner dans nombre d'endroits, parce que c'est pas parce que ça fait sens pour moi que ça fera sens pour mes managers de proximité, voire pour mes middle managers ou mes dirigeants. Et qu'est-ce qu'on met, par exemple, derrière le mot qualité au travail? Vu de la part d'un certificateur, vu de la part de celui qui pratique, par exemple, le soin, ou vu de la part des tableaux de bord d'une COG ou d'une CPG, une convention d'objectifs de gestion, pardon, d'un contrat pluriannuel de gestion, c'est pas forcément la même réalité. Où est-ce qu'on le met en discussion, en débat, cette affaire-là? Le lien social, quel soutien, quelle reconnaissance des collègues, du collectif de travail, et on constate que les collectifs de travail dans nombre de structures ont tendance à se déliter, à diminuer, voilà, et on a plutôt l'image de coureurs qui courent chacun dans leur couloir plutôt que de grands collectifs de travail, hein. Là aussi, pensez au changement de rituel, les petites bouffes, les pots de départ pour
les cérémonies, les médailles du travail, un certain nombre de moments ritualisés, eh ben, on les voit quand même un peu moins, le temps est plus compté. Donc ça questionne ces questions de lien social, de soutien social de la hiérarchie des collègues, hein. Bon, évidemment, l'activité, bien entendu, pour clos, hein, vous savez, le plaisir du travail bien fait, c'est la meilleure prévention contre le stress, pouvoir conduire l'action, ne pas être empêché dans son travail. Et derrière, vous voyez tout ce qu'on peut dérouler, hein. Et puis, bien entendu, la notion de confort, non pas au sens d'être dans sa zone de confort, mais au sens du sentiment de bien-être physique, fonctionnel et psychique. Est-ce que j'ai bien les moyens de travailler? Est-ce qu'on me donne bien les moyens de faire du bon travail? Les deux conceptions du bien-être au travail, classique, démonique, etc. Ah, j'arrive pas à changer ma page. Pourquoi j'arrive pas à changer ma page? Ah, je suis coincé. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Il était coincé, il s'est décoincé. Alors, j'ai une source que j'aime bien. Vous avez sûrement lu ça, hein, le bouquin de Vincent Beau de 2022, La QVT en finir avec les conneries. Vincent nous rappelle quelque chose que je trouve est pertinent. Donc, consultant, il a une longue, vous devez le connaître, hein, il a une longue expérience du travail. Il nous rappelle que dans le travail, il y a bien quatre dimensions, technique, organisationnelle, relationnelle et conjoncturelle. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit zoom au début sur c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'on considère comme étant le travail. Évidemment, toutes les démarches de prévention depuis le document unique 2002, mais comme on est dans une conception quand même qui reste très technico-industrielle, on a beaucoup avancé sur les risques physiques au travail, hein, les AT, les maladies professionnelles, les liens de cause à effet. On a des ingénieurs de prévention. Par contre, sur toute la notion de risques psychosociaux, c'est un peu moins clair dans les documents uniques. Et je vous rappelle qu'il y a quand même nombre de documents uniques qui ne sont pas toujours à jour, hein. Mais au-delà de la prévention des risques d'atteinte à la santé au travail, il y a bien entendu ce qu'on a évoqué autour de la santé au travail mentale, physique, et on oublie un peu souvent la santé sociale. Regardez le nombre de travailleurs pauvres qu'on a en France, l'explosion des demandes de repas dans moult associations. Donc on voit que d'un point de vue social, on explose la classe moyenne centrale avec une diminution de cette classe moyenne centrale, un nombre de pauvres quantitativement qui augmente, à l'inverse, un nombre de riches très riches qui augmente. Et du coup, ça questionne notre modèle social, hein, et nos pratiques sociales en matière de RH. Bien entendu, au-dessus de ça, on a la qualité de vie au travail et notamment les niveaux de QVT tels qu'elles sont perçus. Parce que vous savez qu'en psycho, une des premières leçons, c'est la réalité psychique, hein. Ça peut être deux choses assez différentes. Et puis le bien-être au travail avec son évaluation. Donc c'est aussi un autre regard sur notre thématique qui, je trouve, est intéressant dans son bouquin. J'arrive plus à bouger. Je suis désolé, j'ai un souci de flèche. Ah voilà, c'est bon, ça avance. Je sais pas, je dois avoir un petit bug. Et puis, évidemment, il faut regarder cette notion de bien-être pour ne pas être naïf au regard de la performance globale, qu'on peut regarder de plusieurs façons. La question de la performance économique, quelle que soit la structure, hein, parce que si je suis un service public, il faut que j'équilibre mes comptes. Ce n'est pas très raisonnable de la part de l'État de vivre à crédit longtemps, laissant la dette aux générations futures. Donc, c'est une question de pérennité, cette performance économique. Il y a une question de performance sociale et sociétale, parce que sinon, évidemment, on perd très très vite le sens de l'action. Il y a la qualité du travail avec tout le bémol dont on a parlé et qu'on pourra sûrement discuter. La qualité telle que moi, service marketing et commercial, je la vois et je la vends. Telle que moi, organisateur, je la vois et je la vends en interne. Et puis moi, tel que salarié, je la vois, je la vis. Et puis mes usagers tels qu'ils la vivent. Et puis la performance comme modèle de justice, parce que sinon, bah, ça devient très vite désagréable et néfaste pour la santé au travail.
Et on peut avoir de la grande démission, du quiet quitting, tout ce qu'on connaît. Vous avez vu que en 2022, on a explosé le nombre de démissions en France, autour de 500 000. 2023, on a explosé l'explosion de 2022 au premier trimestre. Les sources, c'est la DARES, hein. Donc, attention, ça a des conséquences fortes. Donc, justice, vous connaissez ça, bien entendu, distributive, hein, théorie de l'inéquité, répartition inéquitable des primes, par exemple, des rémunérations, informationnelle, est-ce que j'ai bien les informations qui me concernent, y compris dans ma pratique professionnelle, procédurale, avec un modèle un peu plus instrumental, ne pas être consulté pour des décisions qui vous concernent, et puis interactionnel, des différenciations, voire des discriminations. Alors, je sais bien qu'on a une loi sur l'égalité homme-femme avec 5 critères, mais si on prend que cet exemple, on constate qu'on a néanmoins moult différences. Et dans cet environnement-là, je ne sais pas si vous avez lu les derniers bouquins de Jackie Gallin, hein, qui était prof à Toulouse, c'était le patron de Toulouse Business School. Il vient de faire un beau bouquin qui s'appelait Splendeur et misère de la RSE. En gros, il fait un bilan de la RSE et il montre qu'en France, beaucoup d'entreprises ont des rapports de RSE bien faits. Donc ça, c'est plutôt très positif. Mais que dans la vie, les résultats ne changent pas de façon concrète et opérationnelle. Donc on est plus fort pour raconter des histoires que pour faire réellement bouger les choses. Globalement, nous dit Jackie Gallin, mais vous irez lire son ouvrage. Là, il est sorti il y a quoi, il y a 3 semaines. Voilà, donc attention sur ces éléments-là, qu'est-ce que ça donne? Ah, et je suis encore en train d'essayer de bouger mon... Vraiment désolé, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à changer mes diapos. Ah voilà, alors, je me suis amusé, il y a que les vieux comme moi qui peuvent connaître lui. Vous voyez qui c'est lui? C'est une vieille série anglaise qui s'appelait Le Prisonnier, Peter McGowan. Il était prisonnier dans un univers très étrange et la prison était à ciel ouvert et on ne savait pas qui étaient les geôliers, qui étaient les prisonniers. C'est une série un peu surréaliste anglaise. Voilà. Et du coup, bah, comme le cadre juridique dans le privé comme dans le public se renforce beaucoup, comment on voit ça? Comme une contrainte ou au contraire comme une opportunité de transformer la question du bien-être au travail, et ça m'énerve de toujours pas pouvoir bouger ma diapo. Voilà. Il faut que j'appuie plusieurs fois sur la touche. Je n'ai pas d'idée de pourquoi. Donc, l'idée, le kéros, vous savez, chez les Grecs, la métis et la thémis, l'intelligence rusée, et le kéros, c'était l'intelligence de l'instant. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité, ce renforcement du cadre juridique. Encore une fois, on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays qui en avancent, hein. Mais je me dis que c'est une super occasion de mettre les gens autour d'une table et de créer une dynamique de régulation sociale qui favorise le bien-être au travail et de re-questionner les pratiques, y compris certaines qui peuvent être dérangeantes. Et puis, pourquoi pas une obligation légale qui favorise la formalisation d'une politique et sa mise en œuvre. Et bah, on va en profiter pour faire bouger les lignes. Et enfin, une occasion pour développer un projet cohérent, intégré, de longue haleine, qui va favoriser la performance et le bien-être. Alors, à titre d'exemple, là, ce soir dans l'école, à 18 h, alors, j'y serai pas parce que je suis avec vous, il y a Laurent de la Clergerie qui vient faire une conférence. Euh, vous voyez qui c'est parce que Laurent de la Clergerie, LDLC, fondateur avec son frère Olivier de LDLC, créé dans un appartement lyonnais suite de ses parents il y a quelques années, plus de 1 000 salariés, et avec des innovations que moi je trouve intéressantes. Vous avez vu qu'il est passé à la semaine de 4 jours, par exemple. Autre innovation, on arrête de donner des rémunérations variables aux commerciaux. Alors au début, je n'étais pas content en disant, bah non, ce qui prime, c'est l'intérêt du client et pas votre intérêt à vous et les primes. Et puis en plus, en termes d'équité, pourquoi certains auraient des primes, les commerciaux, et ceux qui s'occupent des clients n'en auraient pas, avec des niveaux de rémunération, par exemple, dans les entrepôts, beaucoup plus élevés que le SMIC, parce que c'était des éléments clés, notamment au moment du Covid. Donc, on a des gens qui profitent de ça pour se dire, eh bien, ma foi, on peut peut-être essayer des choses, expérimenter, voir, et faire des retours d'expérience pour voir ce que ça donne. Donc là,
Ça fait un peu écho au papier là, de Frimousse sur l'antifragilité. Je suis fragile. Il ne faut pas que mon entreprise me fragilise, évidemment, me rende plus fragile que je ne suis. Il faut que j'ai au contraire du soutien. Je peux être aussi résilient, m'adapter, revenir à mon état initial, mais je peux être antifragile et à travers la crise, fabriquer des innovations et aller plus loin, ce qu'on n'aurait pas forcément fait s'il n'y avait pas eu la crise. Donc c'est peut-être l'occasion d'expérimenter, de tester des choses, encore une fois, ou de capitaliser sur ce qui est fait, hein, retour au guide des entreprises mondiales et bien-être au travail, parce qu'évidemment, si je suis Sanofi, il faut que mes pratiques en matière de bien-être, elles soient appliquées sur toutes mes entités, sur toute la planète, avec des cadres juridiques, réglementaires, des habitudes très, très différentes. Et j'arrive toujours pas à bouger ma diapo. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, je me suis aussi posé une question en préparant ce temps d'échange entre nous. Est-ce que c'est une question générationnelle, intergénérationnelle, transgénérationnelle? On n'arrête pas de dire que les générations Z, eh ben, ils veulent du sens dans leur travail, sinon ils partent. Mais je me dis, moi qui suis pas bien un Z, pas bien un Y, plutôt un plus vieux que ça, je vous laisserai mettre la lettre que vous voulez. Bah, même un vieux comme moi, bah, il a envie d'une vision stratégique claire, qu'on m'explique où on m'embarque, est-ce que je suis d'accord ou pas pour être embarqué dans cette aventure, un management par le sens et les valeurs, parce qu'il y a des choses avec qui, si je ne suis pas en phase, bah, peut-être que je ne resterai pas, une équité dans le traitement. Je suis aussi preneur d'une confiance et d'une reconnaissance. Alors j'ai bien conscience que faire confiance à quelqu'un, c'est risqué. Si je fais confiance à un de mes collaborateurs, il peut trahir ma confiance. Mais je vais construire progressivement un cadre dans lequel cette confiance va être présente. Et puis une reconnaissance. Moi, j'aime bien que mon patron il me fasse confiance et il me laisse des initiatives. Le montage de la chaire là sur le bien-être au travail, qu'on vient juste de signer, on vient de recruter nos deux doctorantes, bah, je suis très content qu'on m'ait laissé l'opportunité de pouvoir créer ça. Un collectif de travail fort, et puis une véritable proximité avec les gens, quoi. Rien n'est pire que d'avoir une grande distance, un management très top-down qui vous tombe dessus. Il faut commencer par les bases en matière de bien-être au travail. Encore une fois, sauf à faire semblant. Mettre trois plantes vertes, deux baby-foot et trois massages. Mais là, je suis désolé, mais on n'est pas dans le bien-être au travail, quoi. Encore une fois, c'est discutable, mais c'est mon point de vue. Et puis, une ouverture sur le monde, les technologies et les réseaux. Là, on termine avec Didier Vinot la coordination d'un ouvrage sur les nouveaux espaces-temps de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie bouleverse plein de choses. Pas que le télétravail, des espaces de coworking, éventuellement des espaces loués de coworking, ça a des impacts, y compris, pourquoi pas, sur l'aménagement du territoire, sur le bilan carbone, si je mets 20% de monde de moins sur les routes à l'entrée des grandes villes, je change la donne. Sauf que comment je manage cette nouvelle équipe à moitié à distance, à moitié en présentiel, ces nouvelles distances psychosociales, je ne peux pas me contenter de manager comme je manageais avant, parce que sinon, je me trompe complètement. Et autant, je pense, on a perdu des managers avec la technologie parce qu'ils ont eu du mal à s'adapter à ces nouvelles technologies, autant je pense on va en perdre parce qu'ils auront du mal à s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Donc voilà, cette question, à mon avis, touche toutes les générations et il faut la prendre à bras le corps. Alors, je me suis amusé à faire un petit dessin, c'est discutable. Euh, Moi, j'aime bien des fois dessiner pour essayer d'améliorer ma propre compréhension des choses. Et je me dis, bah, entre la confiance et la liberté, je peux aller vers davantage auto-organiser les équipes, moins de reporting, moins de contrôle. Et puis, bah, ma foi, entre la confiance et la responsabilité, je vais m'interdire d'aller surveiller des indicateurs à la con dont, après tout, j'ai pas grand-chose à fiche. Je vais plutôt me mettre sur les objectifs, me concentrer. Et là, éventuellement, dans le soin, c'est tous les travaux, encore une fois, sur le Magnetic Hospital, hein. Et puis, entre la liberté et la responsabilité, il y a la notion d'engagement. Il faut que je tienne mes engagements. Or, sans aller sur l'entreprise libérée ou des choses comme ça, mais il n'empêche qu'autour de tout ça, je peux construire une organisation un peu différente qui va me permettre
aussi bien d'avoir de la performance économique, sociale, environnementale, mais aussi générer du bien-être. Mais il faut que j'accompagne tout ce mouvement-là. Ça ne va pas être magiquement se mettre en place tout seul. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est un peu basique ce que je vais vous raconter, que mon salarié qui arrive chez moi et que je veux embarquer dans mon aventure, il arrive avec ses croyances, ses convictions, ses expériences, son histoire, sa culture, ses représentations. Et puis moi, de l'autre côté, ben, j'ai mon organisation avec ses règles de gestion, son fonctionnement, ses process, ses processus, sa culture, ses références. Et progressivement, je vais avoir une imbrication entre les deux. Je ne peux pas faire ça à la hussarde, imposer tout d'un coup, ni d'un côté de ma boîte, ni de l'autre côté de ma boîte. Donc, ça va supposer beaucoup d'échanges, de dialogues, de discussions. Il y a un super outil de management qui s'appelle la discussion et le dialogue, hein. Pour ça, forcément, il faut un peu d'écoute. Et je me dis, et je surveille la pendule pour ne pas me faire gronder par Mathieu, si on fait un petit retour en arrière sur les connaissances tacites et explicites, hein, Polanyi, vous vous rappelez, la minorité des connaissances sont explicites, conscience, exprimées de façon claire, et il y en a toute une majorité qui sont très largement tacites, liées à des émotions, des valeurs, des convictions, des croyances, des comportements qui m'ont influencé, qui peuvent m'influencer. Et donc, si je reviens à mon histoire de bien-être, eh ben, à ce moment-là, si on prend l'apprentissage social de Bandura, hein, et j'ai un doctorant qui travaille là-dessus, sur la loi Egalim, trois possibilités pour apprendre de nouveaux comportements. Ben, l'observation, ça veut dire que j'ai la capacité pour moi, salarié ou agent, d'observer, de comprendre le comportement des collègues. Et là, les managers de proximité ont un rôle hyper important pour expliquer pourquoi se comporter comme ça, c'est mieux que de se comporter comme ça, pourquoi lui il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait pas ça. Et croire que c'est naturel, c'est faux. L'imitation, bah, ça implique que j'ai la volonté de reproduire le comportement observé. Si j'estime qu'il va à l'encontre de mes croyances, mes convictions, je vais peut-être pas bien avoir envie d'imiter, hein. Et puis, ce qu'il appelle la réciprocité triadique, c'est la combinatoire d'interaction entre le salarié, son environnement, ses comportements. Et faut-il pour ça un environnement qui soit bienveillant, piloté par le manager, pour développer à la fois de la confiance en soi, des nouveaux apprentissages et qui soit acceptable. Si on ne va pas là-dessus, je transforme comment? Par des process et des procédures? Ouais, on peut essayer. Ah, ça m'énerve. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit rappel que moi je trouve intéressant. Vous rappelez le vieux leadership transactionnel, jouer sur la motivation des membres, on travaille à un niveau attendu, c'est la carotte et le bâton, je contractualise. OK, on est sur la partie 2 de Gomez, vous vous rappelez. Le leadership transformationnel, on est plutôt sur la vision partagée des objectifs, des finalités, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a dans une cause, pourquoi on fonctionne comme ça. J'ai presque un rôle de traduction. Et puis le servant leadership, hein, notre manager, il va aider, enrichir, accompagner les autres vers des nouveaux niveaux d'accomplissement professionnel. Évidemment, ça favorise beaucoup l'apprentissage permanent de tous. Par contre, il faut un manager suffisamment solide dans sa tête parce que son ego, il n'est pas lié au fait que c'est lui qui va fixer les objectifs, faire les évaluations. Il est là pour aider et pour soutenir l'apprentissage individuel et puis surtout collectif. Et le problème dans un environnement qui est très, très évolutif. Et donc, ça demande beaucoup d'adaptabilité, beaucoup d'agilité chez les managers. Et puis, bah, ça demande d'être suffisamment fort dans sa tête parce qu'il peut y avoir une crainte de perte d'autorité ou un manque d'humilité. C'est pas le visionnaire exemplaire qui a une vision venue de je ne sais où. Non, non, on va être exemplaire dans son comportement au quotidien, accompagner les gens, les aider, mettre les choses en discussion, mais c'est vrai que c'est très consommateur de temps. En conclusion, pour qu'on ait du temps de discussion, c'était la règle que m'avait donnée Mathieu. Je pense que c'est possible de relever le défi en 2023 d'une GRH responsable qui favorise le bien-être, à condition, encore une fois, de ne pas fragiliser les gens qui sont déjà fragiles, de les soutenir, au contraire, hein.
Mais pour ça, je pense qu'il faut 5 niveaux de logique d'action en même temps. Une logique de finalité, clarifier ce que c'est le projet. Et si le projet d'un groupe, par exemple d'EHPAD, c'est de maximiser les dividendes pour des actionnaires, j'ai peur que ça ne fasse pas la balle. D'où l'ouvrage sur la dénonciation de la financiarisation de l'économie. Une logique d'organisation, comment on va faire ça? Alors, je parlais de la financiarisation de l'économie. Bien entendu, il peut y avoir des entreprises privées à but lucratif, mais pas dans une conception ultralibérale. L'entreprise est là juste pour alimenter les actionnaires, mais pour équilibrer les parties prenantes, évidemment actionnaires, bien entendu, évidemment salariés, bien entendu les usagers, mais aussi clients, fournisseurs et territoires à travers la contribution qu'on apporte. Et là, dans ce cas, je n'essaye pas de faire de l'optimisation fiscale, bien sûr. Logique d'organisation, comment on va faire ça? Et on va le mettre en discussion. C'est Mathieu de Tessard avec ses espaces de parole. Hein. Logique d'arbitrage avec les différents acteurs. Qu'est-ce qui est acceptable, non acceptable? Comment on dose ça? Logique de discussion centrée bien sûr sur le travail. Et puis logique de respect durable de soi. Parce que si j'use mes salariés, si je les conduis à des burn-out réguliers, c'est un problème. Quand je regarde le nombre d'élèves infirmiers qui vont au bout de leurs études, d'infirmiers qui démissionnent au bout de moins de 5 ans, enfin, ça pose question, quoi. Ça interroge. Et je ne pense pas que ce soit pour le métier, mais c'est pour les conditions d'exercice du métier. Et c'est d'autant plus vrai dans tous les métiers accessoirement à forte vocation. Hein. Justice, police, pompiers, soignants. Voilà. Donc, logique durable de respect de soi, évidemment de l'autre, et puis de l'environnement, parce que, encore une fois, on n'a qu'une seule planète, et d'avoir 30 degrés mi-octobre, il y a quand même comme un souci, quoi. Donc, tôt ou tard, il faudra bien tenir compte de ça. Voilà. Et donc, ce qui est à l'inverse, à mon avis, on est dans le happy washing, et bah, ça me désole un peu. Par contre, je pense qu'on est tous acteurs là où on est, à travers les cours qu'on peut faire, à travers les échanges comme on a aujourd'hui, à travers des associations comme celle que porte Mathieu et d'autres, à travers les conseils qu'on peut avoir avec les entreprises avec qui on travaille. Euh, voilà, je pense qu'on peut tous avoir un rôle d'acteur. Et puis, pierre après pierre, eh ben, on finit par construire un édifice. Hein. Alors, vous connaissez tous la vanne hein, des trois maçons. Moi, j'empile des cailloux, moi, je fais un mur, moi, je bâtis une cathédrale. Pour l'ego, c'est pas mal de se dire que la petite pierre qu'on apporte à l'édifice, bah, elle est quand même utile et elle sert à quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on peut tous avoir un rôle à jouer là-dedans et de croiser les regards, de croiser les expertises. Je pense que c'est une bonne façon de fonctionner. Bon, voilà, l'idée, c'était de vous apporter ça. Le guide, ah ouais, je ne me rappelle plus la date. On a fait ça le 16 juin, le lancement officiel du guide. Muriel Pénicaud était là, d'ailleurs, c'était très sympa. Il est disponible gratuitement sur le site de l'EN3S avec tout un tas de pratiques inventoriées dans chacune des entreprises qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous. Donc, ça n'a pas de vertu académique, c'est juste un inventaire de ce qui peut se faire qui marche plutôt bien. On a écarté ce qui marchait moins bien, bien entendu. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir échanger, répondre à vos questions, vos désaccords. C'est totalement ouvert. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Non, je crois pas. Merci beaucoup, Olivier, voilà pour tout ce tableau et ce point d'étape ouais, assez vaste et précis, j'ai envie de dire, puisque tu t'es remonté d'un point de vue un peu plus historique. Et puis, c'est le regard voilà, d'expérience que tu y portes, et puis aussi de chercheurs, et puis de penseurs, moi j'ai envie de dire aussi sur cette question-là. Voilà, moi j'ai retenu par exemple que la performance était à l'intersection de la liberté la performance et le bien-être sont à l'intersection de la liberté, de la confiance et de la responsabilité.